Bonsoir et bienvenue dans l'émission de cinéma Oblique. Les animaux ne possèdent rien. Ils n'ont que leur propre vie et cette vie, on la leur prend. En 19 mots, l'écrivain Marguerite Yourcenar a résumé notre rapport à l'animal. Et depuis quelques mois, les animaux ont une alliée fragile, petite mais active. La caméra. Je ne parle pas forcément des films d'associations de protection animale qui ont toute leur validité, mais aussi de films plus amples, qui demandent plus d'attention, et c'est notamment le cas du vôtre, Maud Alpi. Bonjour. Bonjour. Vous avez réalisé Gorge, Cœur, Ventre, qui est sorti en 2016 en salle, qui a eu le prix Louis Deluc, qui a été présenté à Locarno. On va parler de votre film. Et vous aurez avec moi, deux personnes qui ont vu votre film et qui vous poseront toutes les questions qu'elles souhaitent. Il s'agit de Lara Fatimi. Bonjour Lara. Bonjour. Vous êtes étudiante en droit pour devenir avocate et pour vous spécialiser notamment en droit animal. Exactement. Il y a longtemps que cette option est apparue à vous, le droit animal ? Le droit animal, ça fait environ 6 ans que ça m'est venu de manière assez précise. La protection des animaux remonte à plus loin, mais le droit animal a notamment fait son apparition dans mon esprit grâce aux associations qui ont montré les abattoirs. Et je suis très heureuse de vous rencontrer aujourd'hui, Maud Alpi, parce que vous faites partie des personnes qui montrent autrement cette réalité, et de manière plus douce, mais de manière intense et percutante. À ma droite, Caroline Guidi. Bonjour Caroline. Bonjour bien. Vous êtes étudiante en médiation culturelle et vous êtes en spécialisation actuellement pour travailler dans le monde du théâtre. Tout à fait. Vous n'êtes pas dans une spécialisation du théâtre pour animaux. Non. Mais... C'était le titre d'une pièce de Jean-Michel Ribes, Théâtre pour animaux. Vers quoi vous spécialisez-vous ? Moi, ça serait plus effectivement sur le journalisme lié à des interviews de comédiens, de scènes actuelles, donc théâtrales, ou aussi l'accompagnement culturel des régions. Alors, Maud Alpi, je précise que rien n'est concerté, leur parole est libre, elles peuvent s'adresser à vous, à moi ou entre elles. Est-ce qu'on pourrait un petit peu parler de votre parcours de réalisatrice, Maud, en quelques mots ? Il y a eu un avant Gorge, Cœur, Ventre. Moi, j'avais vu Drakkar. Oui, il y a eu un avant Drakkar, peut-être, plutôt qu'avant Gorge, Cœur, Ventre, mais il y a eu une période avec des courts-métrages de fiction, de pure fiction, et où je travaillais déjà avec des non-professionnels. Et Drakkar et Gorge, Cœur, Ventre, ça fait partie d'un même geste où j'ai travaillé toujours avec des non-professionnels, mais j'ai accepté de laisser entrer beaucoup plus de la vie des personnes avec qui je travaillais dans les films, au risque parfois d'être trop poreuse à leur vie, à leur fragilité. Et je me suis laissée beaucoup plus imprégner, je me suis beaucoup plus ouverte aux lieux dans lesquels je tournais, jusqu'à me laisser mes projets se faire totalement envahir par ça, et laisser le scénario au bout d'un moment de plus en plus de côté. Il y a des cinéastes qui sont tacticiens, qui savent exactement ce qu'ils veulent faire dans leur vie, d'autres qui au contraire laissent la vie s'immiscer en eux pour mouler leur art en fonction de ce qu'ils ressentent. Est-ce que quand vous aviez 15 ans, vous sentiez qu'un jour vous feriez un film comme Gorge, Cœur, Ventre ? Quand j'avais 15 ans, je pense que je voulais faire des films. Je crois que j'avais des impressions très plastiques et musicales de ce que je voulais faire, et pas du tout, et beaucoup de mal à passer à quelque chose comme de la narration. Oui, je savais que je ferais un film comme Gorge, Cœur, Ventre si on voit Gorge, Cœur, Ventre comme un long tunnel sous l'eau dont on sort parfois pour prendre une bouffée d'air à la surface et replonger. Voilà. Cette expérience-là du cinéma, elle m'attirait depuis très très longtemps.
Voilà, je ne sais pas si je suis très claire, mais Tout à fait. la question me cueille un peu. Avant de donner la parole à Lara et à Caroline, nous allons écouter l'extrait numéro 1. Croire presque que c'est le bruit de baleines en vie, mais ce sont des animaux qui vont mourir, puisque Gorge Cœur Ventre parle de ça. On est dans une bouverie. Où est-ce que vous avez trouvé cet abattoir ? Près de Grenoble. C'est un abattoir en partie géré par des éleveurs. C'est une petite structure assez vétuste. Ils allaient faire des travaux après notre tournage. Trop grande pour la capacité, est devenue trop grande pour le nombre de bêtes qu'ils reçoivent. Et c'est ça qui moi m'intéressait, c'est que c'était un abattoir qui était en décatie, qui était en train de qui racontait aussi la fin d'un monde, où il y avait beaucoup de vide, beaucoup d'ombre, où on pouvait sentir la présence des fantômes en fait. Il y avait aussi c'était un vieil abattoir, il y avait des traces, on ne le voit pas forcément beaucoup dans le film, mais les murs du piège où les animaux sont conduits avant d'aller dans le couloir de la mort étaient imprégnés de traces noires à force d'être frottés par le flanc des vaches et des taureaux. Alors précisons que votre film n'est pas un documentaire, même si évidemment on y pense, c'est une fiction et on suit deux personnages principaux, Virgile, qui travaille dans cet abattoir, et Boston, son chien. Lara, Caroline, est-ce que vous avez une première question à poser à Maud Alpi ? Je rebondis juste sur le fait que votre film se passe dans une bouverie et pas totalement un abattoir, donc on ne voit que très peu d'hémoglobine finalement. Techniquement, comment vous avez obtenu l'autorisation de filmer dans cette bouverie ? À quelles difficultés vous avez été confronté pour obtenir l'autorisation des éleveurs Alors, je ne le savais pas quand j'ai décidé que l'histoire se raconterait dans une bouverie, mais c'était plus facile d'obtenir l'autorisation pour la bouverie que pour le reste de l'abattoir, parce que la bouverie, c'est la zone sale. Alors qu'à partir du moment où les bêtes sont tuées, à partir du moment où on enlève la peau exactement, on passe dans la zone propre. Et là, les règles d'hygiène sont très sévères et ils n'ont pas du tout envie de voir une équipe de tournage se promener. L'autre chose qui m'a permis de tourner dans cet abattoir, c'est qu'on faisait une fiction. Et il y avait un scénario qui était écrit, c'était produit comme une fiction. Il y avait des comédiens qui jouaient le rôle donc, du jeune bouvier. Il y a deux comédiens qui jouent les bouviers, alors que normalement, il n'y a qu'un bouvier dans cet abattoir. Donc il n'y avait pas de mise en cause des personnes qui travaillaient réellement là. C'était important pour moi aussi, parce que ce n'était pas mon désir de pointer des gens personnellement à la place du système. Voilà, c'est ça qui nous a permis de tourner, principalement parce que le directeur de l'abattoir nous a dit un jour, si c'était un documentaire, je vous laisserai pas rentrer. Et bien sûr qu'on a aussi rusé avec ça, mais c'est vrai que c'était une fiction et que c'est devenu de plus en plus un documentaire à mesure que la matière s'est accumulée dans l'abattoir et puis au cours du montage. Caroline ? Oui, merci. Effectivement, moi l'impression que j'ai eue sur le visionnage de votre film, c'est une impression pas du tout accusatoire. J'ai eu pas du tout l'impression de quelque chose de sale. On entend beaucoup, là, on est vraiment sur les bruits des bêtes et aussi les bruits des machines, mais ça nous paraît assez lointain finalement. Là où on est le plus proche de la bête, c'est finalement quand il va partir du couloir de la mort. Et ce bruit de bête, en fait, ce rassemblement, cet amalgame de bruit, finalement, ne m'a pas mis mal à l'aise. Parce que c'était une volonté de votre part de finalement ne pas faire ressentir de frustration et voilà, au niveau
Ça dépend ce que vous entendez par être mis mal à l'aise. C'est-à-dire, moi j'ai vu par exemple un reportage sur les abattoirs de Limoges où on montrait effectivement des fœtus qui étaient abattus. Je me suis sentie très très mal, presque tournée de l'œil. Et là, votre film, pas du tout. J'ai pas du tout été dégoûtée. Au contraire, j'ai trouvé quelque chose de très poétique. Voilà, donc par rapport au bruit, effectivement, je trouvais que c'était très bien choisi et ça mettait de la distance, ce bruit, de la chaîne d'abattoir vraiment en dernier et le bruit de bête en premier finalement. Moi, je souhaite. Les films de dénonciation existent, ils sont très efficaces et ils ont prouvé leur puissance dans les années passées. Je souhaitais être dans un registre complémentaire, c'est-à-dire déjà avoir un regard qu'on puisse tenir sur 1h15 de film, parce que les films dont on parle, le regard qui dégoûte, ça choque, on crie, on se lève de son fauteuil, on ferme son ordinateur et puis on se dit qu'est-ce que je peux faire, est-ce que je fais quelque chose, est-ce que j'oublie. Là on est plus dans un regard méditatif où on accompagne. Et moi, je souhaitais qu'on ait envie de les regarder, ces animaux, qu'on ait envie de peut-être pas de les aimer, ils sont pas très individualisés, mais oui, qu'on a envie de les accompagner, de se sentir proche d'eux et qu'on sente une communauté entre les vaches, les veaux, l'humain qui les accompagne, le chien, que ce soit ça qui soit mis en avant. Et j'avais pas du tout envie de mettre en avant l'aspect en effet sale ou métallique ou industriel de l'abattoir que je filmais. Et donc c'est toute une, mais j'avais pas envie de le nier non plus, mais c'est toute une lutte de la caméra qui essaie d'être légère, douce et caressante pour lutter contre des lieux qui sont très compartimentés, qui nous obligent aussi à regarder tout le temps les animaux d'en haut. On est tout le temps en position de surplomb, puis ils sont là dans des cages, ils sont là dans leurs excréments, dans des lumières assez dures. Donc nous, on luttait contre ça en essayant de ne pas non plus être dans le mensonge. Alors, si tant est que Ken Loach veuille faire un film sur le monde des abattoirs, votre film, c'est pas du tout ça. Votre film, c'est un film de mode alpi, c'est un film plastique aussi. Et par rapport à ce que vous avez dit à l'instant, moi, en revoyant le film 3 ans après sa sortie, ce qui m'a frappé, c'est comme si vous nous montriez la beauté de ces animaux avant qu'ils disparaissent. C'est-à-dire que les couleurs ne sont pas vertes, grises, il y a un éclairage sur eux, aussi surprenant que ça puisse paraître. On a l'impression que pour la première fois, on les regarde avec presque avec jalousie, pour leur beauté. Ils nous lancent un défi. Regardez comme j'étais beau. Oui, c'est ce qu'on a cherché à créer. Oui. Qu'ils soient beaux, qu'on sente qu'ils sont vivants jusqu'à la dernière seconde de vie, qu'ils sont pleinement vivants, désirants de vivre. Et aussi dans la scène qu'on entendait là, c'est les veaux qui crient, qui s'appellent les uns les autres d'une stabulation jusqu'aux couleurs de la mort, qu'on sente qu'ils tiennent les uns aux autres et qu'ils communiquent entre eux et qu'ils font corps. Okay. Voilà, donc quand on parle de Ken Loach, ça serait intéressant qu'il fasse un film en prenant pour héros les animaux. Moi, j'aimerais bien voir ça. La beauté de ces animaux que vous montrez, c'est presque leur seul défi à l'homme. C'est ce que je disais, c'est un défi viscéral. Mais vous allez me tuer, mais j'ai existé, je suis beau. Le spectateur, en tout cas moi, spectateur, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Votre film, c'est pas du tout le film de Georges Franju, Le sang des bêtes, célèbre documentaire. Lui, il montrait la globalité d'une industrie en mettant du Schubert, du Bach. Vous, les animaux, vous n'en montrez pas tant que ça. Il y en a certains qu'on voit de longues secondes. On a le temps, de les regarder. Dalton, le chien, frotte leur museau auprès d'eux. Il y a une proximité qui est bouleversante. Oui, c'est pas que la beauté, ça peut être un peu glaçant. Je sais pas penser qu'à la beauté, c'est vraiment le fait d'être, qu'on fait partie de je sais pas comment le dire autrement, qu'on fait partie du même tissu, qu'on est là ensemble et qu'on peut pas l'éviter. Et tout est fait pour l'éviter dans un abattoir. On est là ensemble, mais il faut absolument éviter, cette promiscuité, éviter de se dire qu'on est du même sang. Mais j'ai pas tant voulu que ça insister sur la beauté parce que il pourrait y avoir quelque chose. Peut-être à certains moments le film il frôle quelque chose de trop esthétisant. Alors je sais pas, mais c'était pas mon intention de. Si c'est un accident, c'est un bel accident. Dans une beauté morbide, quoi, pas du tout.
Pas du tout. Je crois qu'ils sont. Enfin, après, ils crèvent. C'est les vaches. Ils crèvent l'écran. C'est des. Ils sont magnifiques d'innocence et de sensualité. Mais j'ai pas. Je me souviens avoir coupé des scènes qui auraient pu pas. Je me souviens d'une scène dans le piège où il y avait je crois que c'était 2 jeunes taureaux qui se tournaient autour, qui se caressaient, qui essayaient de se monter dessus. Et il y avait un côté très, très, très sensuel, avec des lumières. On avait coupé des lumières. C'était très expressif. Et cette scène-là, j'aurais pas pu la garder parce que justement, elle n'allait que dans le sens de la beauté. Et moi, j'avais pas envie non plus qu'on se régale du spectacle des bêtes qui vont mourir. C'est une longue tradition de la peinture, de la nature morte. Enfin, moi, j'avais quand même pas envie d'aller dans ce sens-là. Virgile Le Bouvier, il a un chien. Ce chien, c'est Boston. Alors, il y a des chiens guides d'aveugles dans la vie de tous les jours. Là, c'est un chien qui est guide de notre aveuglement par rapport aux abattoirs. À quel moment, en tant que scénariste, vous avez eu envie de faire entrer Boston? Depuis, le scénario a beaucoup changé. Je ne vais pas décrire toutes les étapes, ce ne serait pas très intéressant, mais il y a toujours eu un chien. Il y a eu au départ un personnage qui adoptait un chien et qui l'emmenait travailler. Au départ, c'était une femme qui l'emmenait travailler avec elle à l'abattoir. Il y a toujours eu il était archi nécessaire, ce personnage du chien, qui est le personnage qui a le droit d'entrer, de sortir de l'abattoir, qui est le personnage qui questionne nos rapports injustes aux animaux, les hiérarchies qu'on fait. Enfin, ça, c'était vraiment pensé depuis très longtemps. Après, la place qu'il a pris dans le film... terminée, elle est inattendue parce que moi je pouvais pas, j'avais pas envie de travailler avec un chien, un chien dressé. J'aime pas trop l'idée et j'y croyais pas trop. Et donc je pouvais pas savoir si je rencontrerais un chien avec qui je pourrais suffisamment travailler. Donc c'est, disons, à partir de la rencontre avec Virgile et Boston, à partir de la toute dernière écriture du film, au cours de la préparation, dans les derniers mois, que le chien a pris de plus en plus de place, et puis encore plus au cours du tournage, parce qu'on a vu à quel point on pouvait lui faire confiance et le laisser improviser certaines choses. Et, comme la rencontre avec les cochons, par exemple, c'est une tentative, ça donne quelque chose. Et puis au montage, il a encore pris davantage de place, puisque c'était pas décidé au scénario qu'il ouvrait et qu'il fermait le film. Alors ça vaut peut-être le coup d'être précisé. Dans le dossier de presse, vous nous apprenez que Boston a découvert l'abattoir pendant le tournage. Il n'y avait pas eu, sans faire d'ironie, il n'y avait pas eu de repérage. Il a découvert. Il y avait eu un repérage olfactif pour lui parce qu'on l'avait laissé, on n'avait pas le choix. Un jour, on a emmené Virgile pour qu'il se prépare. Il allait pendant un certain temps se préparer au métier de bouvier et on n'avait personne pour garder Boston, donc il est resté dans la voiture sur le parking de l'abattoir. Donc il a dû quand même percevoir pas mal de signaux et il a bouffé les coussins, il a bouffé les sièges de la voiture. Voilà, c'était déjà un repérage assez impressionnant pour lui, je pense. Lara ? Oui, justement, pour revenir sur Virgile et Boston, donc, qui sont un petit peu, hormis les animaux, évidemment, les 2 personnages principaux et qui, eux, crèvent l'écran aussi, tous les deux de leur... je ne sais pas à quel âge avait Boston à l'époque, mais... Un an. Voilà, on voit leur jeunesse, on voit leur innocence en quelque sorte, et surtout pour le chien qui fait le trait d'union en fait entre l'homme et l'animal, entre le spectateur et ces animaux-là, parce que justement lui, il a ce rapport privilégié d'être l'animal qui peut rentrer et sortir de l'abattoir, et c'est le seul. Et d'ailleurs, comme vous le dites, il ouvre et il ferme votre film, et dans la dernière séquence, on a un monde totalement onirique et moi je l'ai interprété comme un monde, le monde d'après, le monde sans humain, où en fait les animaux reprendraient leur liberté, et je trouve que le choix de la musique de Leonard Cohen avec les paroles que vous laissez apparaître avant le générique illustre cette question de la liberté, que ce soit pour les animaux, pour le chien et même pour Virgile Le Bouvier qui, au début de les premières paroles dans le film, il parle du fait qu'il va bientôt faire quelques mois encore à l'abattoir, à la bouverie avec son chien et qu'ensuite il partira.
Et donc, il y a ce paradoxe de ce jeune homme qui a un rapport très, très fort avec son animal et qui a envie de s'échapper d'un endroit, évidemment, qui ressemble à un purgatoire. Mais voilà, je trouve que la liberté ressort très fortement dans votre film. Et le fait d'avoir utilisé Boston, le chien, est très bien pensé parce qu'on arrive à se projeter plus facilement. Ça a été toujours... c'est le projet dès le départ. C'était un personnage qui travaille quelques mois en enfer pour se payer pour se financer ses mois de liberté. En fait, ça a toujours été un personnage comme ça qui fait une transaction assez dangereuse finalement, puisque le passage au purgatoire ou en enfer le laisse pas intact. La fin, telle que moi je l'ai réalisée, après je l'ai laissée quand même très ouverte, mais c'est vrai j'ai montré que des chiens dans ce lieu déserté, et la liberté elle est laissée aux chiens. Les humains on sait pas trop ce qu'ils deviennent, c'est vrai, et les autres animaux j'ai pas souhaité représenter une quelconque libération, parce que ça me semblerait assez obscène au vu de la réalité. Voilà, ça me semblerait un joli mensonge. Donc la morale, c'était si les humains continuent comme ça, même les chiens voudront plus d'eux, quoi. Et ils partiront dans des inframondes, puisqu'il y a beaucoup d'histoires. On connaît l'histoire de chiens psychopompes. Il y a beaucoup d'histoires aussi dans la science-fiction de chiens qui peuvent passer des portes dont nous on n'a même pas idée, qui ont des contacts avec suprasensibles. Et voilà, c'était une piste comme ça, mais qui était vraiment réservée aux chiens. Parce que, encore une fois, je voulais pas faire un joli mensonge. Je leur donne le bain. Bouche à pipe. Bah vas-y, chante-leur une chanson. Chante-leur une chanson. Chante-leur une chanson, vas-y. Chante. Ce qui est frappant dans cet extrait, c'est la différence de génération. C'est-à-dire que ce monsieur cynique qui travaille dans cette bouverie se moque de Virgile et de ses attentions apportées aux animaux, il lui chante leur une chanson. Est-ce que c'est pas inconsciemment un petit message pour dire que les jeunes générations seront peut-être plus sensibles que les quinquas? Ah oui, pas quinquagénaire, loin de là. J'ai pas du tout pensé à ça. En fait, il a une blouse tachée de sang et il vient de la tuerie. Donc voilà, c'est un tueur qui s'adresse à un bouvier. Un bouvier, c'est pas très loin d'un berger. C'est quand même celui qui prend soin des bêtes, qui les pousse aussi, des fois très rudement. Mais voilà, c'est plutôt une différence de classe dans l'abattoir. Et puis c'est aussi bien sûr, c'est le petit jeune encore tout frais à qui il s'adresse. Mais non, j'ai pas du tout pensé à ça. J'ai plutôt pensé à toute cette atmosphère virile qui est inévitable dans les abattoirs, et à toute la sexualité refoulée qu'il peut y avoir. C'est tout ça, mais pas du tout les générations. Pour moi, c'est quelqu'un on le voit pas très bien. Je crois que même qu'il reste dans le flou, celui qui passe. Voilà, mais c'est un trentenaire. Est-ce qu'il y a une mise en scène de la mise à mort? Dans les abattoirs, absolument, ouais. Il y a une mise en scène de la mise à mort, et il y a une mise en scène... elle commence avant la mise à mort. Il y a aussi une mise en scène presque de la guerre entre ça concerne que les grosses bêtes, mais entre les gros animaux et les hommes. C'est ce que j'ai ressenti quand les ouvriers me parlaient du danger qu'il y avait à travailler avec les vaches, les taureaux. Il y a toujours un récit qui traîne de quelqu'un qui a été blessé un jour parce qu'une vache lui a foncé dessus.
ou des récits dans les fermes. Il y a toujours des récits dramatiques comme ça. Et je crois que c'est des récits très précieux pour les personnes qui travaillent dans les abattoirs parce qu'elles leur permettent de se dire que les bêtes peuvent quand même se défendre, qu'ils ne sont pas en train d'emmener vers la mort des personnes complètement sans défense. Et qu'eux-mêmes sont un peu au combat. Enfin, après, je dis ça parce qu'aussi, moi, je me suis beaucoup inspirée de... Je sentais que le film, il n'avait pas de marque. Je n'étais pas en train de faire un film dans la lignée d'un certain type de film, d'un genre, mais le genre auquel je me suis raccrochée, c'est le film de guerre. Donc forcément, j'étais particulièrement sensible à tout ce qui pouvait me raccrocher à ça. Mais donc il y a une mise en scène et une mise en récit à partir du moment où les bêtes rentrent. Et une mise en scène de la mise à mort... Bah oui, c'est quand même tout. Alors pour les grosses bêtes, c'est toujours un duel. C'est toujours un face-à-face. C'est quand même aussi un des rares endroits de l'industrie où on n'a pas encore totalement automatisé les gestes. Donc il faut quand même toujours une personne vivante et sensible pour abattre ces bêtes. Je sais pas, enfin, oui, c'est évident pour moi, mais je sais pas, il faut regarder, plutôt que d'écrire, il faut regarder comment ça se passe. Mais Caroline ? Oui, pour revenir à l'extrait qu'on a écouté, lorsque Virgile fait prendre le bain, effectivement, aux bêtes, j'ai pensé, donc finalement, il se lave juste avant. Comme quoi c'est insupportable et qu'il a vraiment besoin de se laver. Et il y a un parallèle qui est fait justement dans votre film, qui est aussi sur l'extérieur de l'abattoir, où avec son collègue, il se baigne. Et il prend vraiment beaucoup de plaisir. On a vraiment l'impression que c'est quelque chose de salvateur et qu'il lave de tout. Voilà, je voulais voir un petit peu ce parallèle que vous avez voulu faire avec l'extérieur aussi. Oui, et ça, je m'aperçois, mais c'est voilà, j'ai pas pensé comme ça, mais je m'aperçois maintenant qu'il y a en fait les émotions dans le film, elles passent, les émotions des personnages humains, elles passent énormément par l'eau. Enfin, les émotions de Virgile, j'y ai pas pensé du tout sur le coup. Je me suis juste servi de ce qu'il y avait à l'abattoir pour exprimer d'un des outils, un des rares outils pas violents de la bouverie, qui était ce tuyau d'eau. Je m'en suis servi pour exprimer la montée de ses émotions, sont trop pleins de sensations, son besoin de le fait qu'il avait très chaud et qu'il avait besoin de redescendre aussi. Virginie, enfin, il a appris le métier par votre film en fait. Il ne connaissait absolument pas. Oui, il a été formé rapidement par le bouvier qui travaillait là-bas. Et il avait le double, puis c'était la première fois qu'il travaillait sur un film, donc il avait la double inquiétude de devoir satisfaire les besoins du film et les besoins des tueurs qui lui disaient qu'il allait pas assez vite, voilà. C'est pour ça qu'à un moment donné, il arrive avec un pistolet électrique parce qu'à la tuerie, on lui a dit ça va pas, il faut les faire avancer. Et voilà, c'est pas moi qui lui demande ça, c'est la chaîne. Ça, c'est l'œil d'un Dieu qui nous regarde. C'est un Dieu bon, mais faible, vaincu par le Dieu mauvais, le Dieu de ce monde. Puis lui, il regarde tout ce qui se passe et de temps en temps, il essaie de faire quelque chose. Il devrait tout détruire à son passage. Mais il peut pas, il est trop faible pour ça. Regarde tout autour, le monde est hostile, tout est lourd. Et lui, il est léger. Alors il faut que nous, on devienne léger pour pouvoir l'approcher. Peut-être que ça va l'aider. Alors Virgile discute avec sa fiancée. J'ai 2 questions à vous poser, Maud Alpi. La première, en quoi Gorge, cœur, ventre est-il une référence à Pasolini ? Et la deuxième chose, c'est est-ce que ce tournage a changé votre rapport à la transcendance ? Est-ce que vous doutez de plus en plus de l'humanité avec un grand H ? Est-ce qu'en côtoyant l'enfer, ça a changé certaines de vos valeurs ? Cette fois, j'ai pris le poème, parce qu'à chaque fois, je dis que c'est un poème de Pasolini, mais je le connais pas par cœur. Donc, c'est dans La religion de notre temps, et donc c'est un passage où il parle de sa jeunesse. Le mystère paysan, tranquille et sourd, dans l'été de 43, parmi le bourg, les vignes et la grève du Tagliamento, se fut trouvé au centre de la terre et du ciel. Et là, gorge, cœur et ventre écartelés sur le lointain sentier des fonds, je passais les heures du plus beau temps de l'homme, mon jour tout entier de jeunesse, en des amours dont la douceur me fait pleurer encore. Voilà. Merci, Maud.
Alors, est-ce que ce film a, plus que vous ne l'imaginiez, fait vaciller certaines de vos certitudes sur l'humanité? Ce vacillement, il était en amont, c'est-à-dire que j'aurais pu faire des tas d'autres choses qu'un film. Je veux dire, c'est nourri de tas d'émotions, de prise de conscience, de colère, qui peuvent mener à bien d'autres choses que faire des films, parce que c'est une toute petite chose de faire des films. Moi, ça m'a ramené énormément dans la matière, en fait. Ok. Lara ? La réalisation de ce film vous a mise à l'épreuve, j'imagine, puisque vous avez dû affronter cette mort réelle, puisque même s'il s'agit d'une fiction, les animaux, eux, mouraient bien au bout du couloir de la mort. Et d'abord, à titre personnel, j'ai envie de vous remercier d'avoir osé faire ce film, endurer aussi les moments de tournage auprès de ces animaux. Et je voulais vous demander quand même si vous avez un souvenir heureux de ce tournage, malgré la dureté de... Très heureux. Oui. Mais moi, je sortais sans problème. Et bizarrement, parce que c'est vrai que les gens me demandent toujours que c'était difficile le tournage. Moi, j'ai le souvenir que c'était très difficile de concevoir le film, de le penser et de se projeter, faire un film dans un abattoir, c'est-à-dire un film quand même qui serait déjà très difficile à faire. Enfin, donc, ça serait difficile d'obtenir les droits, etc. Où on serait en position aussi dans une forme de traîtrise par rapport un peu aux humains, à qui on ne déclare pas toutes nos intentions, et aussi par rapport aux animaux qu'on ne sauve pas, on n'est pas là pour ça. Et ce qui était aussi dur, c'était le montage. C'était de retrouver tous les jours ces images de revoir ces visages qui allaient mourir et les revoir 1000 fois. Voilà, c'est ça qui a été dur, c'est pas le tournage où là on était... dans une énergie de toute façon guerrière, à essayer de sortir nos images de l'abattoir, à vivre aussi, à ressentir des choses très fortes. Et puis aussi, je veux dire, moi je sais que les abattoirs ils existent, donc quand je suis dans un abattoir, je m'effondre pas, je suis face à... quelque part, je sais pas que je me sens mieux, mais... C'est moins pire pour moi d'être dans un abattoir que dans un restaurant chic où on raconte des belles choses en mangeant des cadavres, en fait. Ça me déprime beaucoup moins, en fait. Au moins, je suis au cœur de la chose. Je la regarde en face. Donc, et j'essaye de la regarder d'une manière qui puisse toucher quelques personnes. Donc, je me dis, je suis pas en train de bavarder sur la cause animale avec des gens qui mangent en face de moi du foie gras ou une entrecôte. Donc voilà, je crois. C'est pour ça, dans ce sens-là, je comprends que je crois qu'il y a quelqu'un qui a écrit Joseph Pontus, qui a écrit un livre sur son expérience en abattoir, qui travaille toujours là-bas et qui décrit ça qui décrit ça aussi comme une guerre et comme quelque chose d'extrêmement dur, mais je comprends que quelqu'un de très sensible comme cette personne continue à y travailler en un sens. Il n'y a rien de pire que le déni. Lara vient de parler du pendant, vous avez parlé du montage. On va parler juste un peu de l'après. J'avais été très frappé par la réalisatrice Mai Wen, qui après le tournage de Police avait demandé à être hospitalisée. Elle a voulu aller dans une maison de repos pendant 2 semaines et être prise en charge parce que le sujet qu'elle avait traité, la pédophilie, était trop pour elle. Comment s'est passé l'après pour vous ? Je parle d'après le montage, la manière dont on décompte ce tournage. Ça a été très long, mais pas forcément d'une manière dépressive ou pas du tout. Mais c'était... Je commence à peine aujourd'hui à revenir vers des images parce qu'on a coupé énormément de choses et j'aimerais remonter d'autres choses à partir de la matière que j'ai. Mais il n'y a que maintenant que j'accepte de revenir vers ces images, de les regarder à nouveau, de me dire oui, je pourrais faire ça, parce que c'était aussi dans le monde du spectacle, arriver avec un premier long métrage qui se passe dans un abattoir, c'est quand même faut l'assumer, quoi, avec un film que personne a envie de voir. Hein, moi, je le savais, mais c'est un acte aussi, c'est un acte de foi et c'est un acte engagé que je fais, pour ne pas dire militant. Mais quand même, oui, ça met du temps à décanter, à se dire, parce que ça reste des obsessions, et en même temps, je me dis, je repars pas derrière avec un film à nouveau qui traite du même sujet, parce que
voilà, je sais que la réception derrière, elle est difficile, que j'ai d'autres choses en moi, mais ça... Non, il y a énormément de pulsions de vie, au contraire, qui ont aussi... Enfin, je suis restée dans l'espace encore de vie de l'abattoir et c'était extrêmement vivant ce tournage entre le compagnonnage avec Virgile, avec Boston, avec les autres chiens. Non, moi j'en ai gardé au contraire énormément de pulsions de vie. Caroline ? Oui, je voulais juste vous demander, vous avez parlé au départ de l'émission de votre façon de filmer qui allait de bas en haut et non pas de haut en bas. Et en fait, c'était une contrainte, parce que j'ai compris. Moi, je croyais que c'était une volonté, parce que effectivement, on est au plus près des bêtes, et à un moment donné, il y a des envols d'oiseaux. Il y a aussi des sortes de lucioles. Enfin, moi, je suis de particules, tout à fait, qui s'évadent. Il y a quelque chose de très beau, de très poétique, presque de divin, j'ai envie de dire. Voilà. Est-ce que vous êtes croyante vous-même ? Est-ce que ça vous a aidé pour ce tournage ? Est-ce que vous vouliez apporter cette dimension-là aussi ? Il y a deux choses. Il y a le bas et le bas et le haut. Tout à l'heure, je disais que dans l'abattoir, on est souvent, par exemple, quand on longe le couloir de la mort, on est forcément en surplomb. On a très facilement des positions de surplomb. Les animaux sont encagés, puis on les regarde par-dessus la barrière. Donc, non, on s'est efforcé autant qu'on pouvait, mais on pouvait pas entrer derrière les animaux dans le couloir de la mort, par exemple. Mais on essaie en effet d'être au ras, au plus près, au plus caressant. On est rentré dans l'enclos des cochons pour être à terre. Moi, j'aime beaucoup, d'une manière générale, de toute façon, me placer comme un petit enfant ou un animal avec la caméra. J'aime vraiment me mettre à terre, me coller au sol et ressentir les bonnes énergies, les bonnes vibrations qui sont là. Voilà, ça c'est presque c'était pensé, mais c'est aussi un réflexe et un goût de ma part. Et pour ce qui est de ce qu'on peut ressentir comme un appel en effet du divin entre le discours de cette jeune femme avec qui il a fait l'amour, entre Boston qui regarde des particules qui montent du sol. Alors les particules, c'est vrai que ça fait tout de suite penser à quelque chose d'un peu... Comment dire ? D'un peu qui serait au-delà de la matière, mais en même temps c'est vraiment de la matière lumineuse. Pour moi c'est vraiment de la matière accumulée là, comme les traces des bêtes sur les parois de béton. C'est de la matière qui s'est accumulée et qui s'allège, quoi. Mais c'est à peine surnaturel. C'est juste c'est vraiment à partir des choses très concrètes, quoi. Et il y a une interprète dans le film. Il y a une piste assez discrète, gnostique. Voilà. Sur c'est ce que dit cette jeune femme sur le lourd et le léger, le fait que ce monde est, s'il y a un dieu, il est probablement mauvais. C'était la proposition d'Isaac Bashevis Singer dans ses mémoires, quand il se décrit enfant, ne comprenant pas comment il n'arrive pas à la conclusion qu'il n'y a pas de dieu, parce que tout l'ordre de l'univers quand même le suggère qu'il y a un dieu, puis il vient d'une éducation très très religieuse. Mais s'il y a un dieu, il doit être mauvais, quoi. Il n'a pas d'autre réponse dans la question de la théodicée. Et la réponse des gnostiques, c'est qu'il y a probablement aussi un dieu de lumière, un dieu mais qui est un dieu bon, mais qui est trop faible, qui a été battu par l'autre. Et ça, c'est tout l'aspect léger du film. Voilà, c'est tout ce qui s'évapore, tout ce qui coule dans le film. C'est une suggestion de ce dieu léger, mais pour moi, c'est une interprétation. Pardon. Moi, personnellement, je m'en tiens à la lutte matérielle, sensuelle entre les choses. Votre film repasse aujourd'hui, samedi, à la Clé, à Paris. Mais dans le DVD, il y a quelque chose de plus. C'est ce petit livret où vous disséquez des photos d'autres films, notamment d'Eisenstein, où vous racontez comment d'autres réalisateurs ont montré la mort de l'animal. Et il y a aussi des gens, des sociologues ou des spécialistes de ce sujet qui parlent de votre film. Et je voudrais faire allusion à cette remarque de Pacom Thielman, qui dit « Si on continue à manger de la viande, c'est pour exercer un peu de pouvoir ». Cette phrase fait beaucoup réfléchir parce que c'est pas forcément pour le goût, en fait. C'est voilà, on a tous des vies encombrées, confinées dans des appartements, et on jalouse tellement la liberté de l'animal potentiel qu'on la tue pour exercer un peu de pouvoir sur lui.
Ou qu'on le dresse, parce que dans le film, il y a aussi le rapport de Virgile à son chien et pas forcément toujours très amical et loin d'être égalitaire. Il est tout le temps en train de le contraindre, de lui demander de faire les choses comme ça et pas comme ça, de jalouser aussi sa spontanéité, sa façon de se donner du plaisir, il jalouse aussi sa sexualité de chien sans pudeur. Donc oui, il y a tout. Moi, je suis d'accord. Oui, il y a tout ça dans la culture du meurtre des animaux. Et depuis Paco Thielmont, il a publié un livre sur les gnostiques, justement, où il rapporte des histoires d'opposants aux cathares qui obligeaient les cathares à manger des poulets, à tuer des poulets devant eux et à les manger pour leur prouver qu'ils n'étaient pas cathares, par exemple. Ou des passages de Saint Augustin disant qu'il faut tuer les animaux il faut les manger pour nous prouver à nous-mêmes que nous sommes des créatures issues de Dieu et pas des créatures issues du reste de la nature. Je suis pas très précise là quand je cite, mais c'est ce genre. Je crois vraiment il s'agit pas que de besoin, de plaisir, contrairement à ce que les gens peuvent prétendre quand on leur en parle, mais il y a quelque chose de très lourd sur notre image de nous-mêmes, notre fierté, notre très grande peur de ressembler à ces animaux autres que nous. Le musicien Peter Gabriel disait « L'être humain est un singe arrogant ». Il faisait allusion à tous les singes savants, etc., l'évolution humaine, et que nous étions au XXIe siècle des singes arrogants dans notre rapport à la nature. Il faut fabriquer des races qui peuvent plus crier. Comme les poissons et les autruches. J'aimerais bien en voir plus souvent, moi, des autruches. Je trouve ça beau avec leurs grands yeux. Je dirais qu'elles sont maquillées. Il faudrait qu'ils fabriquent aussi une race qui chie presque plus. Une race propre. On pourrait faire ça, une race propre, génétiquement modifiée. Pourquoi ils ne fabriquent pas ? Ça doit être possible aussi. Une race sans corde vocale, même sans gorge. Tu commences par les cordes vocales et tu fais plein d'autres croisements. Après, t'as une race qui chie presque plus. Parce qu'elle a les intestins énormes, un énorme estomac, une énorme vessie. Ils crient pas, ils chient, ils pissent une fois par semaine. Ils sont faciles. Pourquoi ils ne fabriquent pas ça ? Si on fabriquait une race propre, silencieuse et qui résistait pas, on nous regarderait autrement. Tu fais des cauchemars, toi ? Oui. Moi aussi. Vous êtes dans l'émission Oblique sur Fréquence Protestante. Nous parlons du film Gorge, Cœur, Ventre avec sa réalisatrice Maud Alpi en compagnie de Lara et de Caroline. J'ai choisi cet extrait de votre film parce que il fait le pont avec aujourd'hui toutes les startups, notamment aux États-Unis, qui créent des steaks entièrement végétaux, mais à grande échelle. Hein. Il y en a un qui s'appelle The Impossible Steak. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une levée de bouclier en France contre ça, en disant que si on propose une trop grande alternative de viande végétale, ça serait la mort de l'agriculture et de l'élevage en France. Jocelyne Porcher, par exemple, parle de ça. On peut aussi penser au film de Bong Joon-ho qui s'appelle Okja, où on voyait un super cochon génétiquement modifié. Quel est votre regard, vous, sur les problématiques actuelles de la consommation de viande ou de non-viande ? J'ai une certitude, c'est que si on arrêtait de manger et de produire de la viande, on pourrait continuer à avoir des rapports avec les animaux qu'on mangeait. Ils seraient plus aussi nombreux, mais on pourrait continuer, contrairement à ce que prétend Jocelyne Porcher, on continuerait dans les sanctuaires, dans les prés, on pourrait avoir une économie... une économie pastorale pacifique. Voilà.
on aurait des amitiés avec des vaches, des moutons, des cochons. Pas beaucoup de vaches, de moutons, de cochons, parce que ça coûterait trop cher, mais on pourrait avoir une forme de rapport au pire touristique et au mieux, je sais pas, métaphysique. Enfin, je sais pas des tas de nature de rapports, mais il y aurait des fermes sanctuaires où on pourrait continuer à développer cette fameuse amitié dont se targuent tous les défenseurs de l'agriculture paysanne. Et voilà. Parce que ça, je trouve que c'est quand même un gros déni d'une partie du monde intellectuel et voilà, sur ce sujet. Après, la viande... Il y a une différence entre la viande végétale, la viande in vitro. Voilà, c'est des longs débats. Je ne sais pas s'il faut rentrer là-dessus. C'est pas du tout ce à quoi fait référence Virgile quand il parle de bêtes qui pourraient plus crier. Il est loin de là. Lui, il est pas du tout. Le personnage n'est pas du tout au fait des enjeux. Il est dans un cauchemar éveillé où il n'en peut plus d'entendre les bêtes crier, d'être dans leurs odeurs et où il fantasme une chimère voilà, plutôt une sorte de Okja en effet, mais qui continuerait en fait d'être une bête. Il ne s'agit pas d'une fausse viande. Lara. Pour revenir sur ce rapport de domination entre l'homme et l'animal, je voudrais citer Elias Canetti, qui a été prix Nobel de littérature en 1981 et qui a dit, alors je ne reprends pas in extenso son propos parce que c'est assez long, mais il a dit « Cela me fait mal de penser qu'il n'y aura jamais contre nous de soulèvement des animaux, de ces animaux patients que sont les vaches et moutons, tout le bétail qui est entre nos mains et qui ne peut leur échapper. » Alors, je ne sais pas si vous connaissiez Maud Alpi, cette citation. Non, merci. Et je la trouve tout à fait percutante et surtout à l'aune de votre film, c'est vraiment ce rapport finalement de supériorité que se permet l'homme vis-à-vis des animaux et le fait que contre des animaux inoffensifs, on aura toujours ce rapport-là et je dérive un petit peu sur l'actualité, mais même lorsqu'il s'agit d'animaux dits dangereux, comme les taureaux, qui sont en réalité pas plus dangereux pour l'homme qu'un cochon, si on ne les met pas dans une arène. Voilà, le débat revient en ce moment sur la corrida, qui est par certains brandi comme un art, parce que selon les défenseurs de la corrida, il y a justement ce spectacle de la vie, ce spectacle de la mort, et qui justifierait qu'on maintienne cette tradition locale ininterrompue, pour reprendre les termes mêmes du code pénal. Quelle est la question ? Est-ce que ces débats aujourd'hui, et je reviens à plus d'actualité encore, 1981, Robert Badinter, à l'époque garde des Sceaux, aujourd'hui, en tout cas cette semaine, est intervenu dans un colloque sur le droit animal et a fait une proposition d'autorité indépendante, de la création d'une autorité indépendante qui serait un défenseur du droit des animaux, à l'instar un petit peu du défenseur des droits. Qu'est-ce que vous en pensez, Maud Alpi ? Moi qui n'ai absolument aucun pouvoir et moi personnellement je suis preneuse de toutes les petites avancées qui peuvent avoir lieu, tout en ayant de plus en plus conscience que nous on verra pas grand-chose, vraiment pas grand-chose de notre vivant. Et je suis un peu terrifiée par la lenteur de tout ça, c'est-à-dire qu'un défenseur des droits, c'est quelqu'un qui fera entendre une parole, qui fera des propositions de loi, comme il y en a déjà eu, parce qu'il y a eu une proposition, il me semble, pour cesser de castrer les porcelets, de broyer les poussins, et justement quelques exceptions comme ça qui n'a pas été votée en France. Ou la vidéosurveillance dans les abattoirs. Ou la vidéosurveillance qui était en plus vraiment un petit... Voilà. Presque une mesure symbolique. Déjà, des choses comme ça mettent du temps à se mettent pas en place. Donc voilà, je suis pas du tout naïve là-dessus.
J'ai le sentiment qu'en fait, il faudrait vraiment des changements de mentalité extrêmement forts pour faire changer les choses, ou alors un tel changement économique, enfin des urgences économiques telles qu'on n'aurait plus qu'à, on devrait s'en remettre à des solutions assez ascétiques, voilà, que les solutions végétariennes, écologiques et tout s'imposeraient de force. Mais bon, voilà, pendant qu'on parle, ça continue. Donc je suis un peu pas démobilisée, mais je suis terrassée par l'ampleur de cette réalité et la difficulté de changer de toutes petites choses. Et pourtant, il y a des choses qui ont changé depuis 20 ans, depuis 10 ans. La journaliste Florence Aubenas, quand elle était otage de guerre, elle disait j'ai tenu parce que j'étais témoin. Parce qu'elle savait qu'un jour elle pourrait relater ce qu'elle vivait. Et là vous parlez de démobilisation, mais votre film reste. Vous avez été témoin, et ce témoin, c'est un passage de témoin aussi à tous les gens qui vont voir votre film, à toutes les discussions qu'on a autour de cette table, etc., qui empêchent une trop grande démobilisation, je pense, non ? Ouais. Je l'ai fait comme ça, oui, je me suis sentie témoin, je me suis sentie redevable envers les personnes que je connaissais qui luttaient pour les animaux et envers les animaux eux-mêmes. Enfin, moi, quand je le faisais, je me disais, je fais un film pour les animaux, même si mon producteur me disait, les animaux ne vont pas au cinéma. Mais je pense à faire des films pour les animaux. Et d'ailleurs, on peut le féliciter, ce producteur, Mathieu Bonpoint, de Mezzanine Film. Caroline, une dernière question ? Oui, par rapport effectivement à l'extrait, toujours, le jeune acteur effectivement parle de ses cauchemars. Il en parle d'une façon dont on sent vraiment sa souffrance. Et à un moment du film aussi, vers la fin, il dit à son chien, ça m'a marqué, aucun animal ne sort ici vivant. Et ça m'a marqué parce que nous sommes dans la chaîne, clairement. Donc j'ai pensé à lui et j'ai pensé à nous aussi, en tant qu'humains. Est-ce qu'on sort de tout ça sauf finalement, et voilà, je voulais savoir effectivement le poids de cette phrase dans votre film. Alors c'est une phrase qu'on a au départ amenée vraiment pour rappeler la règle des abattoirs, parce qu'on s'est aperçu que les premiers spectateurs du film ne comprenaient pas pourquoi ils tuaient le veau qui tuait le veau et la mère qui était en train de lui donner naissance. Après, oui, la phrase, elle résonne forcément, elle est tellement absurde, cette phrase, aucun animal ne peut sortir d'ici vivant, que forcément, elle nous amène à penser à ce qui meurt en nous quand on accepte tout ça. Et bien sûr que, même si je pourrais jamais dire que la mort émotionnelle, c'est la même mort que la privation de la vie totale. Bien sûr qu'il y a des choses qui meurent en nous, c'est évident. Nous, même en un temps court de tournage dans un abattoir, on sentait comment... Moi, je sentais comment ça pouvait mourir émotionnellement en moi à force de m'habituer à ce rythme-là, à ces lois-là. Et bien sûr l'abattoir est une institution, un socle qui participe de notre mort, de toutes nos morts, de notre mort émotionnelle globale. Il n'y a pas que ça, mais je pense que c'est un des piliers de ce qui nous tue lentement. C'est-à-dire ce droit qu'on s'arroge sur les autres et cette indifférence qu'on s'impose et toutes ces séparations qu'on s'impose, et donc tout le monde dont on se coupe en faisant ça, toute la richesse dont on se coupe en faisant ça, bien sûr que ça nous tue. Vous avez présenté le film, donc, notamment à Locarno. Est-ce que vous avez eu des retours différents selon les pays sur le film ? Par exemple, quand les Anglais font Wallace et Gromit, par exemple, le dessin animé Wallace et Gromit, il y a des allusions directes aux abattoirs, sous couvert de comédie, ce qui est impensable dans un dessin animé français. Est-ce qu'actuellement, vous pensez qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus ouverts à tout ça ? Et est-ce que concrètement, vous l'avez senti en présentant le film à l'étranger, si vous l'avez fait ? Non, je n'ai peut-être pas à te présenter dans assez de pays différents pour dire quelque chose de... Mais...
Non, je pense que la différence, elle venait surtout de ce que c'était un public de cinéphiles, parce qu'il y a c'était beaucoup ou un public de cinéphiles ou un public de militants. Et donc c'était pas, les cinéphiles avaient souvent très peur de ce qu'ils allaient voir, ils avaient peur qu'on les dégoûte, et ils étaient étonnés de la beauté des animaux, du caractère aussi méditatif du film. Ils étaient parfois rassurés, ils étaient aussi bouleversés. Et les militants étaient, je vais pas faire une présentation trop binaire, mais je me souviens des militants qui disaient merci, vous reflétez, vous exprimez différemment ce qu'on ressent, vous exprimez vraiment ce qu'on ressent, qu'on n'arrive pas à exprimer quand on va dans les abattoirs, quand on essaie de dire aux gens que les animaux veulent pas qu'on les prive de leur vie, etc. Vous êtes vraiment très fort dans le sensible. Et puis il y avait aussi les militants qui me disaient mais c'est pour qui le film, parce que nous on sait tout ça et donc on n'a pas besoin de le revoir encore, et puis il faudrait faire venir d'autres gens devant ce film et on ne sait pas comment les amener à un film pareil, c'est trop difficile, tout ça. Des étudiants aussi qui me demandaient ça. Est-ce que c'est ces films-là qu'il faut faire pour convaincre les gens Voilà. Est-ce qu'il ne faudrait pas, quelque part, sous-entendu, est-ce qu'il ne faudrait pas piéger les gens piéger les spectateurs par une proposition plus séduisante et les attraper émotionnellement ensuite? Moi, je suis jamais partie d'une réflexion comme ça, mais je comprends toutes ces interrogations. Tout est subtil dans votre film, y compris l'affiche que nos auditeurs pourront retrouver sur Internet. Merci beaucoup Lara, merci beaucoup Caroline, c'est toujours frustrant face à un tel matériau. On vous souhaite bonne chance. Le film Gorge, Cœur, Ventre, aujourd'hui au cinéma La Clé et en DVD dans une édition absolument magnifique. Merci beaucoup Maud Alpi.